que d'être là et de vous parler, parce que je sais que beaucoup de filles au Sénégal n'ont pas eu cette chance. Elles sont dans une situation où elles voudraient pouvoir accéder à l'éducation, mais elles ne peuvent pas. Et je suis là aujourd'hui pour donner un peu d'espoir à toutes ces filles, pour qu'elles sachent que quelque part en France, il y a une fille qui parle en leur nom, et c'est moi. Voilà, j'ai commencé. Faisons une pause. Il est nécessaire que nous en fassions une. Sans cette pause, rien de ce que je pourrais dire, aucun argument que je pourrais utiliser pour défendre mes idées ne pourra s'inscrire dans les esprits. Or, le discours que je vais tenir aujourd'hui doit demeurer intact jusqu'à ce que la raison pour laquelle je le dis ne soit plus. Jusqu'à ce que cette cause première ne soit plus qu'un faux souvenir, une histoire que l'on prend pour un mythe, un énième caprice d'un historien en manque d'histoire, une énième entorse à la réalité pour remplir les manuels, un mensonge auquel personne ne pourrait croire, au risque de paraître crédule. Car qui pourra croire lorsque ce discours aura eu son effet, qu'il aura traversé les continents, les limites du développement, les barrières de la culture, la cage de l'ignorance et la bêtise de l'orgueil, qu'il fut un temps où 132 millions de jeunes filles ne pouvaient pas aller à l'école. Si je vous dis E égale MC au carré, vous me parlez d'Einstein et de la relativité restreinte. Si je vous dis Eureka, vous souriez en pensant à Archimède, qui réalisa dans son bain que tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale, de bas en haut, égale au poids du fluide déplacé. Si je vous dis Alexandre le Grand, vous souriez. Votre esprit s'aventure dans l'Antiquité, de la Grèce à l'Inde, en passant par Babylone. Vous voyez grand, pensez de vous-même à d'autres figures emblématiques comme César, Sénèque ou encore Marc Aurèle. Je vous dis Sherlock Holmes, et vous me dites élémentaire, mon cher Watson, tout en sachant que Conan Doyle n'a jamais prononcé cette phrase et qu'on la doit aux films qui ont été réalisés sur ce chef-d'œuvre. Je vous dis préservatif, vous me dites contraception, choix de ne pas avoir d'enfant, choix de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Je vous dis viol, et vous pensez peut-être à l'article 222-23 du Code pénal qui le condamne, ou sans trop de détails, vous vous dites que vous êtes en droit de demander réparation si vous en êtes victime. Vous savez parce qu'on vous l'a appris. Vous savez parce que vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Vous savez parce qu'on a voulu que vous sachiez. Parce que dans l'ignorance, vous passiez à côté d'une grande partie du monde. Car lorsqu'on ignore tout, surtout, on ignore dans quel monde on vit. On y est éternellement étranger. Et les philosophes le savaient. Durant des siècles et des siècles, 1001 questions pour savoir, connaître le monde. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce que j'y vais? Et surtout, ai-je envie d'y aller? Nous devrions tous être en mesure de nous poser ces questions et avoir le champ libre pour y répondre. Venir dans ce monde pour le découvrir et non pour le subir, non pour en être l'esclave fidèle, sans répit, sans connaître l'abolition, sans même connaître le terme abolition, sans connaître la réelle portée de l'esclavage, sans savoir, tout simplement. Je vous dis Descartes, vous me dites je pense, donc je suis. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous lorsque nous n'avons pas les moyens de nous penser? Lorsque nous demeurons dans la famille, sous le joug de la famille intellectuelle, qui nous prive de la compréhension de notre intelligence émotionnelle. Celle-ci devient alors une pierre que l'on dépose au creux de notre esprit en malnutrition. Un handicap que l'on rejette bien vite pour ne pas saisir l'ampleur de notre vide intérieur. Et à ce moment-là, que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il à part la survie animale? Que reste-t-il à ces filles qui ne peuvent penser à rien lorsque j'énumère ces quelques miettes de savoir que j'ai eu moi l'autorisation de recevoir et d'exploiter? Que sont-elles, sinon les victimes d'un livre d'Agatha Christie, tuées dans leur essence, maintenues contre leur gré, gré dont elles n'ont même pas conscience dans les prémices mêmes de l'évolution? En tant que fille, j'accuse devant le tribunal du monde, le monde lui-même, pour m'avoir fait croire qu'en tant que fille, lorsque je sais ce que je sais, lorsque je sais que je suis et que je peux devenir,
Lorsque je veux savoir et que j'en ai les moyens, c'est une chance et non un dû. 132 millions de jeunes filles non scolarisées dans le monde, soit, comme le souligne Plan International, 21 fois le nombre de jeunes filles scolarisées en France. Et pourtant, l'article 28 de la Convention internationale du droit des enfants de 1989, ratifié par 195 États, rappelle que l'éducation est un droit fondamental, mais rien n'y fait. Ce constat démontre tout simplement que le droit ne peut imposer à l'homme un choix réfléchi, que si celui-ci a fait de ce choix un choix plausible et acceptable. Or, l'égalité homme-femme dans la connaissance n'est pas un choix plausible et acceptable pour le monde. Et pourtant, j'entends encore Kofi Annan, ex-secrétaire des Nations Unies, nous dire que l'instrument de développement le plus puissant se trouve être l'éducation. J'entends encore Nelson Mandela nous dire que l'éducation des filles peut changer le monde. Mais alors pourquoi ? Pourquoi y a-t-il autant de personnes analphabètes dans le monde ? Et que parmi ces personnes, 63% sont des femmes. Pourquoi 64 millions de jeunes filles sont contraintes au travail forcé et que 12 millions d'entre elles sont mariées de force avant d'avoir atteint l'âge de la majorité ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ceux qui les privent de la connaissance ont eux-mêmes un savoir lacunaire. Ils ignorent ce que Joachim Chissano, ancien président du Mozambique, savait de sources sûres, qu'à savoir qu'en éduquant une fille, vous donnez du pouvoir à toute une nation. Si ces personnes savaient que l'éducation des filles est l'un des développements, et l'un des leviers de développement d'un État, serions-nous encore là, à nous époumoner sur la notion même d'égalité ? Non, nous serions dans le discours original et non moralisateur. Nous serions davantage intéressés par le lancement des jeunes femmes dans l'espace que par la prochaine Miss Univers, car nous verrions dans la femme davantage qu'un canon de beauté. Nous y verrions un être perfectible, inscrit dans le processus de l'évolution, et ce depuis notre ancêtre Lucie. Vivre dans un système sans en connaître les règles, c'est avoir perdu d'avance. Personne ne voudrait être examiné sans connaître les modalités de son examen, et très peu de personnes voudraient avancer dans la vie sans connaître leur destination. Avalés dans un brouillard constant, aveugles, sourds et muets, voilà ce que nous sommes lorsqu'on nous prive de ce droit à s'émerveiller. Or, la connaissance et l'émerveillement vont de pair. Et rien de ce que nous sommes ne peut être dissocié de ce que nous savons. Nous sommes tous pris dans l'engrenage d'un égrégore mondial, dans lequel nous partageons des pensées communes, qui nous grandissent, nous éveillent à certaines réalités, nous effraient parfois, nous inquiètent sans doute, mais nous construisent somme toute. Et mon rêve est que toutes les jeunes filles puissent participer à cet égrégore mondial, car c'est leur droit le plus ultime. Les filles non scolarisées sont exposées à toutes sortes de dangers, vulnérables, enclines à accepter l'inacceptable. Elles évoluent dans une société où ceux qui les privent de la connaissance savent comment les maintenir dans leur vulnérabilité. Et malheureusement, cela se fait par la violence physique, psychologique, généralement les deux. Les filles non scolarisées ont rarement le choix de leur enfance, et disons même ont rarement le choix d'une enfance tout court, brutalement basculée dans le monde des adultes. Elles sont transformées sans que leur voix puisse s'élever pour contester, en des corps à produire, et ce dans tous les sens du terme. La première violence vient du fait qu'elles ne sont plus que corps. Il peut sembler poétique d'être assimilé à quelque chose de plus grand que soi, tel que le ciel. C'est une torture réelle que d'être réduit à plus petit que soi, car le surplus devient un boulet que les tortionnaires se donnent le droit de manipuler à leur guise, d'amputer au nom de la juste mesure, et ce surplus se trouve être leur intelligence. Intelligence que l'on persuade que le vagin et les seins sont le signe même de l'infériorité. Corps elles sont, corps elles doivent demeurer, pour le plaisir divinement reconnu de l'homme. Et les filles non scolarisées deviennent pour la plupart des femmes qui sont convaincues que leurs filles méritent le même sort. Elles mettent en exergue leurs fils, tuent dans l'esprit leurs filles, et parfois les tuent tout simplement. Et le génie derrière cette violence faite aux femmes se trouve dans l'art de faire des femmes leurs propres ennemies, de leur apprendre à reprendre le flambeau, à répéter le rituel sacré jusqu'à ce qu'elles ne sachent plus pourquoi elles devraient agir autrement, jusqu'à ce que mon discours
apparaissent comme une agression pour certaines, ces mêmes femmes qui pensent qu'elles sont nées pour être niées dans leur existence. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tous les maux possibles et inimaginables. Priver une fille de son éducation et vous la condamner à une des peines les plus dangereuses. Une peine à laquelle seules les personnes les plus dangereuses et nocives devraient être exposées. Or, que représente une petite fille si elle est si vulnérable, si inférieure, si incapable? Pourquoi une telle ferveur dans la privation d'éducation d'une fille si dans tous les cas elle ne pourrait rien en faire? Quel danger représente réellement une fille éduquée? Et je crois que c'est la question qu'on doit poser au monde. Parce que oui, une fille éduquée est un danger. Un danger pour tous les ennemis de l'état de droit, tous les ennemis d'une société épanouie et respectueuse des droits de l'homme. Et malheureusement, ils sont nombreux. La réalité de Boko Haram a réussi à s'évanouir dans des considérations beaucoup plus simples à appréhender, telles que le climat, la politique, la bourse, la télé-réalité et d'autres futilités. Je vous parle de centaines de jeunes filles qui ont été kidnappées par l'un des groupes terroristes les plus dangereux qui existent. Volées à leur famille, volées à leur vie. La plupart demeurent perdues depuis 2014, vivant dans des conditions d'une cruauté qui devrait être étrangère à l'homme. Et ces filles ont été kidnappées par des bêtes humaines pour avoir le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Ce sont des instruments de torture psychologique d'un État, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. Ces filles sont le pouvoir, j'en suis persuadée. Les filles éduquées sont le pouvoir d'un État, de par leur rôle dans la société. Leur éducation est un bénéfice pour elles-mêmes, mais aussi pour toute la nation, pour leur famille, car cette famille élargie représente la nation tout entière. Et les enfants espoirs de toute nation en sont les premiers impactés. Nés d'une mère instruite, un enfant a, avant même de vivre, plus de chances de survivre, car la mortalité infantile n'est pas étrangère à la déscolarisation des filles. Une fille instruite aura beaucoup moins de chances de tomber enceinte, car elle s'inscrira dans l'évolution de notre siècle, qui nous permet de distinguer relations sexuelles et enfants. Et une fois enceinte, cette fille instruite saura quel geste faire, qui aller voir, comment s'occuper d'elle durant ces 9 mois. En somme, elle saura comment mettre son enfant au monde et comment l'aider à y rester. Et une fois au monde, cet enfant rentre dans ce qu'on appelle le voyage de la vie. Et dans ce voyage de la vie, sa mère est sa première interlocutrice et son premier guide. Le guide lui apprend toutes les choses essentielles pour vivre, là où est-ce qu'il se trouve et là où il peut espérer aller. Il faut déjà que le guide le sache. Et qui peut être guide s'il ne sait pas, s'il ne sait rien, même pas qu'il est guide? L'homme qui adhère à l'absence de connaissance de sa femme, de la mère de ses enfants, est lui-même ignorant. Il a un savoir lacunaire, et c'est ce savoir lacunaire qui va être transmis à ses enfants. Enfin, disons à ses fils. Parce que les filles, elles, doivent déjà survivre. Et là, on voit le cercle se dessiner. Son aboutissement ultime, une décadence sans fin, vers une réalité qui forme un oxymore avec ce pourquoi nous sommes tous là, progresser. Et d'un point de vue économique, être éduqué va de pair avec un salaire qui nous permet d'avoir une vie décente. Donc tous les États ont intérêt à miser sur l'éducation des filles et des garçons. Cela se ressent sur le PIB. Est-ce encore la peine de se demander pourquoi la majorité des pays africains et en voie de développement, bénis dans une culture archaïque en ce qui concerne l'égalité homme-femme, demeurent dans ce sous-développement? La déscolarisation des filles est loin d'être le seul critère, mais c'est un critère de sous-développement. Un critère malheureusement insoupçonné. C'est pourquoi, aujourd'hui, en tant que fille, j'accuse devant le tribunal du monde, le monde lui-même, pour m'avoir fait croire qu'en tant que fille, lorsque je sais ce que je sais, lorsque je sais que je suis et que je peux devenir, lorsque je veux savoir et que j'en ai les moyens, c'est une chance et non un dû. Or, c'est un dû et non une chance. Et si un jour on m'en prive, je ne dirai pas simplement « tant pis ». Car sans l'éducation, sans la connaissance, je ne sais pas qui je suis. Lorsque je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Et lorsqu'on ne sait pas où on va, on n'a aucune envie d'être là. Or, je suis ici, pour changer le monde, par des mots. C'est mon rôle. Je vous remercie.